Place à présent à notre enquête. Cette semaine, notre rédaction s'est intéressée à une affaire qui a fait grand bruit cet été en région namuroise. Un homme tabasse son voisin et l'accuse d'avoir abusé sexuellement de son beau-fils de 6 ans. Des faits qui l'envoient en prison, mais voilà, le voisin en question, roué de coups, a déjà été condamné pour des faits similaires. Alors comment se fait-il qu'il soit lui toujours en liberté? L'enquête est signée Bruno Skronweiler, Mathilde Godnir, François Louis et Olivia Grisard. Dans ce salon, Marc P. se fait tabasser. L'homme qui filme, Grégory Lenocci, est un voisin. Il fait justice lui-même car il l'accuse d'avoir attouché son beau-fils. Ah, tu vas encore toucher mon fils? L'homme agressé, Marc P., avait déjà été condamné pour des faits similaires. Il était libre, à condition de ne plus fréquenter d'enfants, et pourtant... Il y a une dizaine d'enfants qui sont en petite tenue et ils sont tous comme ça, et dans le garage et juste devant. C'est un mec qui aurait dû être en prison, et s'il avait été en prison, d'autres enfants auraient été en sécurité. Alors comment a-t-il pu échapper au radar de la justice? Nous avons mené l'enquête. Pour commencer, nous nous sommes procuré ce document. C'est le jugement condamnant Marc P. en 2020 pour tentative de viol avec violence sur mineur. On sait qu'en décembre 2020, il y a la condamnation. Il écope de 37 mois de prison avec sursis. Il y a plusieurs conditions, comme suivre une psychothérapie et ne plus fréquenter d'enfants. Bon, on commence par quoi alors? Nous nous sommes rendus dans le quartier où Marc P. habitait. On va aller toquer à la porte. En discutant avec le voisinage, on se rend compte que pendant des mois, Marc P. a mis tout un stratagème en place pour attirer dans son garage les enfants du quartier. Les enfants ont commencé à pénétrer dans son habitation, où là, comme je vous l'expliquais, il y avait d'autres jeux, des consoles. Au mois de mai, il faisait beau et dans la voiture, il y avait moi, mon mari et mes enfants. Quand on est arrivé, avec mon mari, on se regarde et on dit mais il y a presque une dizaine d'enfants qui sont en petite tenue et ce monsieur les arrose et ils sont tous comme ça, et dans le garage et juste devant. Parmi les enfants présents, il y a l'enfant de ce témoin, que nous appellerons Luc. En juin, Luc apprend ceci. Il la faisait s'asseoir à quelque chose sur lui, il lui donnait son téléphone, il n'était pas glissé ses mains dans son pantalon. Là, j'ai poussé les questions un petit peu plus loin, à lui savoir pour voir si il avait déjà touché, par exemple, à ses fesses ou à d'autres endroits intimes. Et là, l'enfant m'a confirmé que oui, il y avait déjà eu des attouchements sur ses fesses. Donc il ne respecte déjà plus potentiellement une des conditions de son sursis. On sait par contre qu'il était bel et bien suivi régulièrement par un psychothérapeute de l'UPPL, l'unité de psychopathologie légale. On s'est rendu sur place, mais visiblement personne n'était au courant des comportements de Marc P. dans son quartier. Les psychologues se basent uniquement sur ce que la personne suivie veut bien raconter. On travaille avec l'information qu'elle nous donne, avec aussi son dossier judiciaire qui la précède. Mais effectivement, finalement, ce qui se passe entre les rendez-vous, on n'a pas de prise là-dessus et on n'a pas du tout les moyens, évidemment, d'aller surveiller les gens chez eux. Ça, c'est pas notre mission. C'est en fait la mission d'un assistant de justice. Il est chargé de surveiller les conditions de la probation. Alors, savait-il que Marc P. continuait de côtoyer des enfants ? Manifestement, l'assistant de justice n'est pas au courant de cette information. Il n'appartient pas à l'assistant de justice d'aller vérifier dans le quartier si l'intéressé respecte bien les conditions. C'est un travailleur social, il accompagne la personne à travers la guidance. Il ne va pas vérifier sur place que tout est respecté. Ça, c'est le travail de la police. Mais alors que tous se renvoient la balle, Marc P. n'est toujours pas inquiété. Fin juin, Luc porte plainte pour des faits d'attouchement sur son enfant. Mais là, selon lui, rien ne se passe. Rien n'a été mis en place pour l'arrêter, pour le stopper, rien du tout. Il n'y a pas eu d'enquête de voisinage après qu'on dépose plainte, il n'y a rien eu. Pour moi, on n'a rien vu en tout cas. Et ce n'est pas le seul témoignage dans ce sens, puisqu'un mois plus tard, Grégory Lenocci, cette fois, dépose lui aussi plainte pour le même genre de fait. Malgré ces deux plaintes à un mois d'intervalle, que fait alors la police pendant tout ce temps ? Nous avons voulu poser la question, mais la police nous renvoie vers le parquet de Namur. Malgré nos demandes insistantes, il ne veut pas communiquer sur une enquête en cours. Nous nous posons alors une dernière question. Comment se fait-il qu'un profil comme celui de Marc P. ait pu être en liberté ? On essaye de proposer des sursis probatoires parce qu'on sait
au niveau des recherches que la récidive peut diminuer quand on est pris en charge par des services spécialisés et que la prison, justement, augmente la récidive. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait un sursis et non pas une peine d'emprisonnement. En attendant, il semble clair qu'il y a eu des failles dans le suivi de la peine. Marc P. est toujours hospitalisé dans un état grave et pas encore en état de répondre aux enquêteurs. Selon nos informations, des images pédopornographiques auraient été retrouvées dans son téléphone. Depuis l'agression de Marc P., Grégory Lenocci, lui, est en prison pour tentative d'assassinat.